Présente rapidement, je m'appelle Elisabeth. Ça va être moi, la conférencière pour cette conférence-ci. Ça fait maintenant 3 ans que je suis conférencière pour le Jour de la Terre et particulièrement les ateliers à vos frigos sur le gaspillage alimentaire. Je suis nutritionniste de formation. Je travaille en clinique privée, mais j'enseigne. Mon emploi principal, c'est enseignante en technique de diététique au Cégep de Trois-Rivières et conférencière pour le Jour de la Terre. Fait que je m'intéresse beaucoup à l'aspect environnemental de nos choix alimentaires. Fait que c'est pour ça que je suis très contente de faire la conférence sur le gaspillage alimentaire. On m'a posé, quelqu'un qui m'a écrit dans le chat, vous pouvez écrire à tout le monde ou vous pouvez écrire à moi directement. Donc, il y en a des fois qui m'écrivent directement à moi, qui demandaient s'il y avait un PowerPoint qui va vous être transmis. Donc, la réponse, c'est non. Toutefois, vous allez, dans 3 jours, recevoir un courriel avec l'enregistrement de la conférence. Donc, vous allez pouvoir me réécouter. Donc, vous allez avoir les diapositives en me réécoutant. Et vous allez recevoir aussi le guide, comment il s'appelle? Le guide à vos frigos, le guide que je vais pouvoir, le carnet anti-gaspi que je vais pouvoir vous mettre dans quelques instants là, en lien. Donc, pas de diapo, mais vous recevez tout de même les informations. Vous pouvez me réécouter aussi souvent que vous le voulez par la suite. Donc, ça va être vraiment les 4 grandes catégories d'actions qu'on va voir aujourd'hui sur le gaspillage alimentaire. Donc, voir les aliments dans leur entièreté, développer notre confiance culinaire, comment réinventer nos restes et comment passer à l'action à la toute fin. Mais juste avant, je ne pourrais pas ne pas vous parler du Jour de la Terre Canada. Si jamais vous êtes inscrit puis vous savez pas trop c'est qui le Jour de la Terre Canada, c'est un organisme à but non lucratif qui a comme mission d'accompagner les citoyennes, les citoyens et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Le 22 avril de chaque année, c'est le Jour de la Terre, mais le Jour de la Terre Canada tient des actions là, tous les jours de l'année, entre autres les conférences. Il y a une portion de leur budget qui provient du fonds Éco-IGA. Donc, à chaque année, les marchands IGA vont contribuer à hauteur d'1 million de dollars pour le fameux fonds Éco-IGA. Et il y a 3 programmes qui sont financés par ce fonds-là. Je vous les présente rapidement. Le premier, c'est le programme Action Réduction qui est en lien avec la gestion de matières résiduelles dans les IGA. Donc, c'est une équipe de 5 personnes qui vont accompagner les IGA dans leur gestion de matières résiduelles, donc réduire leurs déchets, mais aussi bien les valoriser là, par le recyclage, le compostage, entre autres. Il y a aussi la virée bocale, donc c'est une tournée de sensibilisation dans les IGA du Québec, du Nouveau-Brunswick, et le but, c'est de sensibiliser à l'alimentation locale à l'année, donc manger local de saison, et comment gérer l'abondance pendant la saison pendant la saison des fruits et des légumes frais. Donc, ils vont nous partager des techniques de conservation des aliments à plus long terme. Déshydratation, congélation, lactofermentation, mise en conserve, etc. Peut-être que vous les avez vus, ils font la tournée des IGA, donc c'est pas tout l'été à votre IGA, mais ils vont passer, peu importe où est votre IGA, vous allez pouvoir les voir. Donc, allez suivre leur infolettre, allez sur le site web, vous allez voir quelle date la virée bocale passe près de chez vous. Puis, il y a des jeux, il y a toutes sortes d'informations qui sont données. Et finalement, ben, à vos frigos, c'est ça pourquoi on est là aujourd'hui, pour outiller les gens avec des astuces, des outils à diminuer leur gaspillage alimentaire. Peut-être que vous avez déjà assisté à d'autres conférences à vos frigos. Donc, auparavant, ça fait 8 ans que ça existe. Auparavant, c'était une conférence d'1 heure qui était donnée en présence, en virtuel, partout au Québec, au Nouveau-Brunswick. Cette année, le format a changé un petit peu, donc on l'a divisé en 3 conférences d'1 heure virtuelles. Donc là, on fait comme le tiers, le dernier tiers aujourd'hui. Si vous avez manqué les 2 premières, c'est pas grave. Vous allez y avoir accès. Ben, vous y avez accès là, par courriel. Vous avez reçu les liens vers les 2 autres conférences. Donc, vous allez pouvoir aller les écouter. Puis, vous aurez eu vraiment tout le tour d'horizon de nos informations à vos frigos. Donc, voilà. Je suis prête, là. Je sais pas si vous autres, vous êtes prêts, mais là, je suis prête à partir sur le gaspillage alimentaire. Puis, à titre un peu d'introduction, c'est la même introduction si vous avez vu les 2 autres conférences à vos frigos, mais inquiétez-vous pas, c'est quelques minutes, puis après ça, c'est une autre conférence complètement différente. Mais au cas où vous êtes là pour la première fois de 3 conférences, selon vous, pourquoi on gaspille? Donc, vous pouvez m'écrire dans le chat, selon vous, ce serait quoi les raisons
qui poussent les gens à gaspiller ou les raisons qui vous poussent, vous, à gaspiller. Donc, allez-y là, dans les commentaires, dans dans le chat, dans le clavartage. Donc, plusieurs personnes qui m'écrivent la planification, ignorance où on ne sait pas quoi cuisiner, manque d'organisation, on achète trop qui va avec planification, organisation. Le restaurant, c'est vrai, hein? Puis là, on achète, on a de la nourriture dans le frigo, mais on va pareil au resto, ben on prend du take-out. Manque de temps, de planification. OK, hey, ça revient beaucoup les mêmes choses, mais c'est normal, il n'y a pas 50 000 réponses, hein? Fait que je vous présente celles qui reviennent le plus souvent. On achète trop. Vous l'avez nommé. Parfois, on achète trop, puis ce qui fait qu'on oublie des choses dans le fond du frigo. Le frigo est trop plein, puis là, il y a des choses qui sont cachées en arrière, exactement ce qui vient d'être écrit dans le chat. Là, on oublie quelque chose caché en arrière de la pinte de lait, puis après ça, il est trop tard, il est moisi. On manque de temps, ou on ne prend pas le temps, ou manque de temps, ça va un peu avec manque de planification. Parfois, on arrive, on est pressé, finalement, on prend du restaurant. Il y a parfois les méthodes de conservation des aliments, ça n'a pas été nommé dans le chat, mais qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment prolonger la durée de vie de nos aliments. Les dates de péremption, si quelque chose a dépassé la date, est-ce que je peux encore le consommer? La réponse, la majorité du temps, c'est oui, mais des fois, on ne le sait pas, on n'ose pas, puis on ne veut pas s'empoisonner non plus. Et finalement, ben, on ne sait plus comment cuisiner. Donc, un manque de connaissances ou un manque d'inspiration, de créativité peut-être par rapport à la cuisine anti-gaspi. Donc, tout ça et peut-être d'autres sont les raisons générales pourquoi les gens vont gaspiller. Oui, en effet, il y a quelqu'un qui m'a écrit on oublie de vérifier la date d'expiration à l'achat. Oui, en effet, on peut essayer de prendre une date plus tard, mais on peut aussi sauver les aliments qui sont sur le point d'arriver à leur date de péremption, puis les consommer rapidement, puis comme ça, on évite qu'ils aient été jetés. Donc, toutes ces raisons-là font souvent qu'on va finir par jeter les aliments. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la cuisine anti-gaspillage. Mais si vous aviez des intérêts dans les autres sujets, comme je vous dis, la première conférence qu'on a faite, c'était sur la planification. Donc, vous pourrez aller écouter le vidéo. Donc, c'est vraiment les trois premiers aspects ici, la planification de nos repas. Puis ensuite, la deuxième conférence, c'était sur la conservation des aliments, donc les deux autres ici. Puis là, on arrive à la fin de la boucle et la cuisine zéro gaspillage. Donc là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a levé sa main pour poser une question. C'est peut-être préférable de m'écrire dans le chat. Donc, il y a la petite main que vous pouvez lever, mais je vais la rebaisser. Mais si vraiment c'était ça, vous la relèverez. C'est bon, je ne veux pas vous insulter. Là. Vous avez le droit aussi de parler, là, mais c'est juste, vu qu'on est très nombreux ce matin, j'aime mieux passer par le chat. C'est un petit peu plus simple. Puisque vous êtes ici, je suis certaine que vous êtes déjà sensibilisé au gaspillage alimentaire. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un sermon sur les raisons de ne pas gaspiller. Mais si ça vous intéresse, vous allez aussi trouver ces informations-là dans le carnet anti-gaspi. Je vous mets un lien dans le chat. Faut que je l'envoie à tout le monde. Non, excusez-moi. Faut que je le copie à bonne place. Vous allez aussi le recevoir par courriel. Là, je le mets parce que je sais qu'il y en a qui vont vouloir l'ouvrir tout de suite. Mais c'est votre guide, c'est une exclusivité aux participants de nos conférences à vos frigos. Il fait plusieurs pages et il contient des informations sur toutes les trois conférences, donc sur tous les aspects du gaspillage alimentaire. Il va y avoir des statistiques aussi sur les raisons pour lesquelles on gaspille, pour lesquelles on ne devrait pas gaspiller. Et il y a une section, comme vous voyez ici, sur comment sauver ses restes. Vous avez des défis aussi à l'intérieur, qu'est-ce que vous faites déjà, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant. Donc, c'est votre carnet qui vous accompagne dans vos changements d'habitude, dans vos changements de comportement et d'habitude de vie. Mais juste à titre de rappel, là, les raisons pour lesquelles on ne veut pas gaspiller, pourquoi on ne devrait pas faire du gaspillage alimentaire, c'est... Non, ben, ouais, excusez, quelqu'un qui m'écrit grossir les caractères, vous pouvez ouvrir le lien, vous allez le voir en gros. Juste pour vous montrer, là, je vais revenir sur toutes ces informations-là. Inquiétez-vous pas. Donc, vous n'avez pas besoin de les lire. Je vais même le tasser comme ça, on n'est pas déconcentré à essayer de le lire. Vous allez pouvoir prendre le temps de le faire par la suite. Ouais, c'est quoi les raisons pour lesquelles on ne devrait pas gaspiller? Ben, c'est vraiment
en lien avec l'environnement. Il y a aussi des avantages monétaires à ne pas gaspiller, évidemment, parce que quand on jette la nourriture à la poubelle ou au compost, ben, on jette de l'argent, tu sais, on a payé ces aliments-là. Mais il faut penser à l'impact environnemental. Si on jette des aliments dans la poubelle, c'est toute la matière organique qui est jetée dans la poubelle, ça s'en va dans les sites d'enfouissement. Et là, les choses sont empilées une par-dessus l'autre dans les sites d'enfouissement et ça ne peut pas se composter parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et à ce moment-là, il va y avoir un gaz à effet de serre qui va émaner de nos matières organiques qui s'appelle le méthane. Et le méthane, c'est un gaz qui est 25 fois plus polluant, plus réchauffant que le fameux CO2 qu'on connaît actuellement. Donc, jeter des matières organiques à la poubelle, c'est très polluant. Si on les jette au compost, à ce moment-là, on n'a pas les émanations de méthane, donc c'est beaucoup mieux. Ça diminue quand même la pression sur l'environnement, mais ça gaspille quand même toutes les ressources qu'on a utilisées pour que ces aliments-là arrivent chez nous. Donc, ce qui veut dire que l'impact environnemental est quand même important, même si on met nos aliments au compost. Par exemple, l'eau pour faire pousser les aliments, les pesticides qui ont été utilisés, les terres fertiles, souvent en monoculture, donc on va venir épuiser les sols, le transport, l'emballage. Donc, toutes ces ressources-là, si on ne consomme pas l'aliment, elles sont gaspillées parce qu'on se procure d'autres aliments parce qu'il faut se nourrir de toute façon. Donc, vous allez voir, si vous diminuez votre gaspillage alimentaire, vous pouvez vous dire que c'est un des gestes les plus importants que vous pouvez faire pour diminuer l'impact environnemental. En plus, vous allez économiser, fait que voilà. Les avantages de faire de la cuisine zéro gaspillage, qui est le thème de notre présentation ce matin. Vous allez économiser pour les raisons que je viens de dire. Donc, moins de nourriture à la poubelle égale plus d'argent dans vos poches. Vous allez prendre de l'aisance en cuisine tranquillement. Vous allez développer des compétences, vous allez développer de la créativité aussi, parce que cuisiner, la cuisine anti-gaspi, la cuisine anti-gaspillage, ça demande de la flexibilité, ça demande de faire preuve un petit peu de créativité. Vous allez peut-être influencer vos proches en leur faisant découvrir des nouvelles recettes. Et vous allez pouvoir connecter avec la valeur réelle des aliments. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, c'est facile de jeter un aliment au compost parce qu'on se dit, bah, il est en spécial, c'est pas cher, c'est pas grave. Puis c'est vrai qu'au point de vue de notre budget, des fois, c'est pas grave de jeter 2, 3 carottes un peu molles parce que le sac de carottes, il est à 2 piastres en ce moment, puis ça ne nous fera pas vraiment grand-chose de le jeter. Par contre, la valeur réelle de l'aliment, les ressources qui ont été utilisées pour que cet aliment-là arrive à nous sont souvent plus chères que le prix réel qu'on paie. Donc, d'essayer de diminuer de faire de la cuisine anti-gaspillage, ça nous permet de reconnecter avec la valeur réelle des aliments. Et vous allez voir, votre bac à compost va être presque vide. Il ne restera pas grand-chose là, si vous appliquez tous les trucs qu'on va parler aujourd'hui. Vraiment, à part les choses vraiment pas comestibles, là, il devrait être presque vide. Et comme je disais tout à l'heure, ben, vous allez pouvoir faire une différence au point de vue environnemental. Fait que ça part avec voir les aliments dans leur entièreté, qui est le premier thème pour faire de la cuisine zéro gaspillage. Si, par exemple, vous êtes venu aux 2 premières conférences, vous avez appliqué tous les conseils de planification, puis là, vous êtes bien organisé, vous achetez les bonnes quantités, donc ça va. Et que vous avez aussi appliqué les conseils de conservation, donc vous conservez vos aliments comme il faut, ça se peut qu'il reste quand même quelque chose qui tombe dans votre compost, quelque chose que vous jetez quand même. Et souvent, ça va être les épluchures et les retailles de légumes. Donc, toutes les parties de fruits et de légumes qui souvent, pas toujours, mais souvent sont tout à fait comestibles et même très, très, très nutritifs. Donc, on va voir comment on peut utiliser ces parties d'aliments-là. Et la première, c'est les épluchures. Posez-vous la question, est-ce que j'ai besoin d'éplucher mon légume ou mon fruit? Des fois, on va éplucher par habitude. Les patates, les pommes de terre, c'est un excellent exemple que toute notre vie, on a épluché des patates. Fait qu'on se pose même pas la question, puis on épluche des patates. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de l'éplucher notre patate ou éplucher des carottes. C'est même pas une pelure. La pomme de terre, je comprends, c'est une pelure. Peut-être qu'on veut pas des patates pilées avec des petits morceaux de pelure. Quoi qu'on peut le faire, hein, parce que moi, personnellement, je le fais comme ça, mes patates pilées avec les pelures. Mais la carotte, c'est même pas une pelure, c'est juste un peu de carotte de plus. Donc, on peut essayer de ne pas éplucher nos légumes et de consommer la pelure. Il faut simplement bien nettoyer nos légumes
Et vu que des fois, il va y avoir des petits plis, hein, des petites crevasses où la terre peut aller se loger, ben, c'est important d'utiliser une bonne brosse à légumes. Puis, on nettoie à l'eau avec une bonne brosse à légumes, puis on va avoir enlevé vraiment les déchets, puis on peut consommer la pelure. Il y a certaines pelures même qu'on a tendance à ne pas consommer qui est comestible, comme les pelures de courge. Donc, peut-être que, pas toutes les courges, mais entre autres, les courges qui ont une pelure plus fine, comme la courge butternut, c'est comestible. Il faut la cuire, évidemment, mais vous allez économiser beaucoup de temps à ne pas éplucher votre courge butternut. Les betteraves aussi, c'est comestible à pelure. Et plusieurs autres légumes, là, tu sais, concombres. On n'a pas besoin d'éplucher nos concombres, nos pommes, on n'a pas besoin d'éplucher nos pommes, on peut les laisser. Et il y a aussi plusieurs nutriments là, dans la pelure. S'il y en a qui s'inquiéteraient pour les pesticides, en même temps que je l'ai dit, pouf, la question a popé dans mon chat personnel. Pour ceux qui s'inquiètent sur les pesticides, c'est une question très légitime. Donc, il y a des pesticides sur nos aliments si on ne les achète pas biologiques. Donc, si vous achetez vos aliments de l'agriculture conventionnelle, il va y avoir des pesticides sur vos légumes et vos fruits, mais il y en a aussi à l'intérieur parce qu'on en utilise à toutes les étapes de la croissance des fruits et des légumes. Mais la majorité des pesticides se retrouvent sur la pelure, donc à l'extérieur. Et il y a plusieurs études là, qui démontrent que juste nettoyer ces aliments avec une brosse à l'eau, comme j'ai expliqué précédemment, là, donc avec de l'eau puis une bonne brosse à légumes, ça enlève la grande majorité des pesticides. Donc, vous n'avez pas besoin là, de vous procurer les nettoyants puis les produits plus fancy ou de les mettre dans le vinaigre ou quoi que ce soit. Là, vraiment, l'eau avec la brosse, ça enlève la majorité des pesticides. C'est sûr que si ça vous inquiète encore, vraiment, achetez-les bio, mais c'est sûr que ça coûte cher manger bio. Donc, il y a quand même quelques petites astuces là, que je vous donne pour diminuer la quantité de pesticides. Donc, laver les aliments avec brosse et eau, prioriser les aliments bio. Si c'est pas possible de prioriser les aliments bio, euh, pour plusieurs raisons d'accessibilité, vous pouvez utiliser les outils. Vous entrez ça dans Google, Dirty Dozen et Clean 50. Okay? Dirty Dozen, à chaque année, il y a un organisme qui sort une liste des 12 fruits et légumes en Amérique du Nord sur lesquels on retrouve le plus de pesticides. Donc, vous pouvez prioriser cette Dirty Dozen-là, ces 12 légumes sales, 12 fruits et légumes sales qui en contiennent le plus, ben, vous pouvez prioriser bio pour ceux-là. Puis pour les Clean 50, c'est les 15 qui en contiennent le moins, ben là, vous pouvez aller plus vers l'agriculture conventionnelle. Il faut aussi savoir que habituellement au Québec, il y a aussi des études qui démontrent que les fruits et les légumes qui poussent ici contiennent moins de pesticides que ceux qui poussent ailleurs parce qu'on a des réglementations plus serrées au point de vue de l'utilisation de l'épandage de pesticides. Donc, si c'est pas possible de manger biologique, ben on peut aller vers l'alimentation plus locale, puis là, on va aussi diminuer la quantité de pesticides. Donc, on lave, on s'inquiète pas trop avec ça. Les pesticides, c'est vraiment sur la santé des humains qui travaillent à épandre des pesticides que c'est très nocif. Pour la santé humaine, il y a quand même beaucoup plus d'avantages à consommer des fruits et des légumes que les dangers des pesticides, surtout si on les nettoie comme il faut. Euh, Par contre, c'est vrai que si on fait, comme on va voir dans un instant, des bouillons de pelure, par exemple, ben là, c'est vrai que c'est un petit peu un bouillon. Si c'est juste avec des aliments qui contiennent beaucoup de pesticides, ben là, on va peut-être avoir une plus grande concentration de pesticides dans ce type d'aliments-là qu'on utilise seulement les pelures. Mais en les nettoyant comme il faut, on enlève quand même une bonne partie. Donc, c'est à vous de faire le pour et le contre, puis de voir ce qui vous correspond là-dedans. Mais de manger avec la pelure puis de nettoyer, ben on va quand même avoir enlevé une bonne partie des pesticides. J'avais écrit un article aussi pour le Jour de la Terre, là, d'ailleurs, sur les pesticides. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller lire cet article-là, que je viens de vous résumer quand même rapidement, là, mais vous pourrez prendre le temps d'aller le lire. Si jamais vous avez décidé d'éplucher parce que vous avez envie de manger des patates pilées qui ont l'air de des patates pilées, ou bien, je sais pas, vous faites une compote de pommes puis vous voulez qu'elle soit bien lisse, qu'elle soit pas colorée, bref. Si vous décidez d'éplucher, vous pouvez faire quelque chose avec la pelure pour la consommer. Donc, par exemple, des chips, il y a plein de recettes de chips de pelure de pommes de terre sur Internet ou de chips de pelure de pommes.
Donc, vous pouvez les utiliser pour ça. Vous pouvez faire du bouillon maison. Il y a beaucoup de gens qui vont garder leurs épluchures dans un sac au congélateur. Donc, ils vont remplir ce sac-là à mesure avec leurs épluchures lavées, évidemment. Et quand le sac est plein, on se fait un petit bouillon de légumes. Ne mettez pas les pelures de patates douces ou de pommes de terre, ni les feuilles de choux là-dedans parce que là, ça va être très amer et il va y avoir beaucoup d'amidon, là, des patates, donc ça ne donnera pas un très bon bouillon. Mais actuellement, tous les autres, on peut les mettre dans notre bouillon. Et les retailles de fruits, pelures de fruits, aussi, on peut les utiliser. On peut faire de la gelée, de la marmelade, des sirops ou des infusions. Par exemple, les petites queues de fraises, là, on peut les garder, faire aromatiser notre eau avec ça ou se faire un sirop de queue de fraise avec ça. Quand c'est des petites fraises là, du Québec, vous le testerez, là, ça se mange aussi, la petite queue de fraise. Quand c'est des grosses fraises de la Californie, là, peut-être moins, là, mais vous le testerez, là, ça se mange, c'est comestible. Vous pouvez aussi faire des poudres d'écorce d'agrumes, donc garder vos écorces, les déshydrater, faire de la petite poudre pour aromatiser avec ça, des confits. Et sinon, si vous vous dites, ah, les agrumes, il y a quand même beaucoup de pesticides sur la pelure des agrumes, ce qui n'est pas faux, s'ils ne sont pas biologiques, mais on peut les utiliser dans nos produits ménagers. Donc, on peut garder nos pelures, les faire tremper dans du vinaigre pendant quelques semaines, puis ensuite prendre ce vinaigre-là, moitié vinaigre, moitié eau, pour se faire un produit ménager vraiment pas cher et qui sent l'agrume au lieu de sentir le vinaigre. Y a-t-il d'autres parties que les épluchures que vous consommez? J'aimerais ça que vous m'écriviez dans le chat ou si vous avez d'autres idées comme Louise vient d'écrire, faire sécher les pelures d'orange citron pour des tisanes, tout à fait. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres parties des aliments qui ne sont pas toujours consommés, mais que vous consommez? Donc, les graines, oui, les graines de courge, par exemple, de citrouille. Faut pas jeter ça. Les pieds de brocoli, qui est la meilleure partie du brocoli. Là, je comprends pas pourquoi les gens jettent ça. C'est la meilleure partie. Est-ce que vous en avez d'autres? Ah, les feuilles de céleri, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ouais, ça aromatise vraiment bien les bouillons ou juste mettre dans nos recettes. Ça goûte le céleri, dans le fond. Oh, wow, OK, celle-là, je la connaissais pas. Les graines de papaye pour faire du poivre une fois séché. Je pense que j'ai déjà entendu ça, mais c'est très cool. Très, très cool. Si on achète des papayes fraîches, évidemment. Les fans, les racines. Très, très bonne réponse. Fait que tout l'aliment, tout le légume au complet, on peut le consommer, hein. Donc, souvent, les pieds de brocoli, pieds de chou-fleur, même il y a des gens qui vont jeter le pied de champignon, là. Tu sais, jetez pas ça, là, c'est super bon. Le pied de brocoli puis de chou-fleur, mais surtout brocoli, il faut peler l'extérieur parce que c'est très fibreux. On peut utiliser l'extérieur qu'on aura pelé peut-être pour des bouillons, là, mais je le mangerai peut-être pas tel quel. Mais l'intérieur est super tendre. Les tiges de kale, même chose, c'est un peu fibreux, mais coupé en très petits morceaux, peut-être dans un potage, on va pas s'en rendre compte, là, on sentira pas que c'est fibreux. Le verre de poireau, le verre d'oignon, donc utilisez-le au complet, votre aliment, il n'y a pas de raison de couper la partie verte, elle est tout aussi bonne. Et les tiges de fines herbes, donc utilisez les tiges pour aromatiser vos plats. Il y a plusieurs fines herbes que la tige est tout à fait comestible. Il y en a que non, là, tu sais, par exemple, le thym, ben là, ça va être une tige qui est plus dure, là, on va pas nécessairement l'ajouter, mais coriandre, persil, basilic, on peut tout à fait consommer la tige. Puis c'est encore plus rapide, là, fait qu'on pogne notre fines herbes au complet avec ces tiges, on nettoie, puis on coupe tout ça ensemble pour mettre dans nos plats. Fait que ça fait moins de gaspillage, puis c'est plus rapide en plus. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Ou si vous les voulez juste en feuilles, gardez les tiges pour autre chose, là, pour vos bouillons, par exemple. On m'a dit en commentaire, les feuilles de céleri, la marmelade. Oui, c'est ça. Dans les ouais, marmelade aussi avec les pelures d'orange. Et aussi, finalement, ben, les fans, ça a été nommé tout à l'heure, fans de carottes en pesto. Donc, les fans, c'est les feuilles là, de nos légumes. Donc, si vous les achetez en saison, souvent, ils vont être encore attachés avec leurs feuilles. Là. C'est le cas des betteraves, des radis, des carottes. Mais jetez-les pas, les feuilles.
Par contre, petit truc, quand vous arrivez à la maison, vous revenez du marché avec votre légume, coupez quand même les feuilles parce qu'ils vont se conserver plus longtemps s'ils n'ont pas leurs feuilles, s'ils n'ont pas leurs fans. Mais jetez pas les fans. Ensuite, les fans, conservez-les comme des fines herbes, puis cuisinez-les aussi comme des fines herbes. Donc, on peut faire du pesto avec ça. Pesto de fans de carottes, c'est super bon. On peut les acheter dans nos salades, on peut les mettre dans nos herbes salées aussi. Donc, c'est tout à fait comestible et vraiment délicieux, là. Par exemple, les fans de betterave, là, ça se cuisine comme des épinards. C'est vraiment très bon. Attention, par contre, on ne veut pas consommer les feuilles de rutabaga, le rutabaga qui est communément appelé navet au Québec. Donc, le gros, là, le rutabaga, c'est le navet qu'on appelle souvent, mais qui est plus gros. Lui, les feuilles sont toxiques, donc on ne va pas consommer les fans. Mais les petits navets, là, style raviole, ça, c'est correct, là. Mais les rutabagas, non. Et les feuilles de rhubarbe, même chose, c'est toxique. Donc, vous pouvez faire du purin avec ça, mais vous ne pouvez pas le consommer. Fait que faites juste attention, j'ai pas envie que quelqu'un s'empoisonne. Et les graines de courge qui a été nommée, qui n'est pas ici sur la présentation, mais que j'ajoute et parce que ça a été nommé, mais aussi parce qu'il ne faut pas les jeter. C'est une belle source de protéines, tout à fait nutritif. On peut les garder, les nettoyer, les sécher, les faire griller au four avec de l'huile et des assaisonnements. Puis, on a une belle petite source de protéines gratuite. Donc, voilà pour manger les aliments dans leur entièreté. Si vous avez d'autres idées qui n'ont pas été nommées, vous pouvez les ajouter dans le chat. Ça rajoute d'autres informations. Je ne peux pas tout nommer tout le temps. Donc, vous pouvez inspirer les autres dans le chat si vous voulez. La deuxième étape, une fois que je cuisine mes aliments dans leur entièreté, c'est de cuisiner des fameux repas tout ski. Hein? Repas tout ski, c'est des repas tout ce qui reste, donc des repas vide frigo. Et pour ça, ben, il faut développer sa confiance culinaire. On développe notre confiance culinaire graduellement. Et là, je vais essayer de vous donner des trucs pour différents types de personnes. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà une confiance culinaire très, très, très grande et qui improvisent avec n'importe quoi. Puis il y en a peut-être qui cuisinent presque pas, donc qui vont augmenter graduellement leur confiance culinaire. Mais ça va passer par deux grandes catégories d'actions. Donc, faire des recettes, faire de l'improvisation culinaire avec ce qu'on a et aussi substituer des ingrédients dans les recettes. Donc, on va commencer de plus haut niveau d'expertise, donc improvisation culinaire, mais on va graduellement aller vers la façon la plus facile, là, donc de la façon de commencer, qui est de substituer les ingrédients si vous êtes à un niveau de un petit peu moins grande expertise. Très intéressant dans le chat. Moudre les graines de courge et vous obtiendrez de la poudre d'amande de courge. Ah oui, ben ouais, parce que c'est vrai que coriace un peu quand même les graines de courge, mais en poudre, on peut en rajouter dans nos recettes, nos boules d'énergie, nos affaires. Fait que ça pourrait être ouais, une super bonne idée. J'avais déjà entendu ça. Je l'ai jamais essayé, mais j'avais déjà entendu ça. Je vous pose une question maintenant. C'est quoi, vous, votre repas vide frigo préféré? Je vais en nommer plein, là, mais j'aimerais ça que que vous en nommiez, vous aussi, des exemples de repas vide frigo ou des recettes tout ce qui que vous pouvez cuisiner avec à peu près n'importe quoi. Donc, peu importe ce qu'il y a dans votre frigo, vous pouvez cuisiner ça. J'en vois déjà plein, plein, plein. Beaucoup de soupe, beaucoup de soupe, frittata sauté, riz frit, potage. Jus, fait que pour les fruits aussi, hein. Fait qu'on pense aux fruits, fruits et légumes, là, des jus, ça fonctionne. Quesadilla, yes. Omelette, potage, riz frit. Compote pour les fruits. Smoothie pour les fruits aussi. Muffin. Des pâtes, fait que j'avais vu aussi macaroni à la viande ou je sais pas quoi, là, qu'on peut aussi passer nos pâtes. Je suis pas sûre parce que je peux pas toutes les lire, ça va trop vite. Je sais pas si j'ai vu salade, mais tu sais, salade aussi, là, ça se fait assez facilement. Magnifique! Hey, vous avez plein d'idées. Puis on pourrait en nommer, honnêtement, on pourrait en nommer une cinquantaine, là, probablement des exemples de recettes, tout ce qui. Mais l'idée, c'est de vous en nommer quelques-unes, celles que vous êtes à l'aise avec. Puis on pourrait avoir juste trois recettes tout ski, puis les alterner. Ça serait jamais pareil parce qu'on y va avec ce qu'on a dans le frigo. Fait que choisissez, je vais vous donner plein d'idées aujourd'hui, mais choisissez celles qui vous parlent, là. Puis là, je pense que vous avez presque tout nommé.
Là, moi, personnellement, j'aime ça aussi, les genres pokéballs un peu, là, comme une salade, mais ben, avec un fond de riz, des légumes puis une protéine. Des sandwichs aussi, c'est une belle façon de passer des restants de viande ou de protéines. Je pense que vous avez nommé omelette, quiche, des tacos aussi, ça peut être une autre façon de passer à peu près n'importe quoi. Ah, intéressant, intéressant ce qui rentre dans le chat. Donc, des petits conseils pour des recettes qui vont être réussies. La première, c'est faire l'inventaire du frigo. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo que je dois utiliser en premier? Aller chercher ce qui est en arrière. Peut-être faire ça 1 à 2 fois par semaine, le repas vide frigo. Idéalement 2 fois, parce que comme ça, on n'a pas plus que 3 ou 4 jours. Fait que ça a pas, les aliments ne devraient pas avoir le temps de moisir et de plus être bons. Donc, 1 à 2 fois par semaine, on check qu'est-ce qu'on a, on amène ça à l'avant, puis on cuisine avec ça en priorité. Euh, Choisissez une idée principale. Si votre idée, c'est de faire un riz frit, ben on fait un riz frit. Si je veux faire un curry de légumes, je fais ça. Si je veux faire une pizza, je fais ça. Mais pas juste une bouillie de tout. Parce que là, ça se peut que ça fasse quelque chose de pas super délicieux, là, si je fais juste tout mélanger dans un chaudron puis espérer que ça fasse de quoi de bon. Donc, essayez de choisir une idée principale. Les soupes, ça, on peut pas manquer ça, là, tu sais. Fait qu'on met nos légumes, un peu de bouillon. Mais choisissez une idée. Ensuite, ayez à portée de main des ingrédients secs ou des ingrédients non périssables qui vous permettent d'avoir une base de repas. Donc, par exemple, dans les ingrédients non périssables, avoir sous la main des pâtes. Si les pâtes, c'est votre repas vide frigo que vous aimez faire, ben, assurez-vous d'avoir des pâtes ou du couscous ou du riz comme une base de féculents. D'avoir des œufs, par exemple, si c'est la quiche, ma base de repas tout ski, d'avoir de la farine ou des fonds de tarte pour faire mes quiches, d'avoir toutes sortes de pains ou de pâte à pizza, par exemple, pour me faire une pizza tout ski. Donc, d'avoir une petite liste d'épicerie, d'aliments, d'ingrédients plutôt, qui, que je dois avoir en tout temps avec moi, puis que je vais pouvoir me faire un repas après ça à partir de ça. Ça peut être des légumineuses, des sources de protéines aussi, là, comme légumineuses, thon. Fait que si je veux passer des légumes, mais je vais avoir quand même ma source de protéines pour me soutenir dans mon repas. Donc, d'avoir une petite liste d'épicerie d'ingrédients de base pour vos repas, tout ce qui est favori, et choisir des saveurs qui fit ensemble. Puis ça, on a tous déjà fait ça, à moins que vous partez et que vous n'avez pas vraiment cuisiné, là, ça se peut, mais si vous cuisinez un peu, on a tous déjà fait des tests puis ça goûtait pas très, très bon. Ça arrive. Donc, on finit éventuellement par connaître un petit peu les profils de saveurs qui vont bien ensemble. Fait que si je veux faire quelque chose qui est plus de style asiatique, par exemple, ben, je vais aller vers coriandre, gingembre, fenouil, citronnelle. Si je veux quelque chose plus à la mexicaine, par exemple, parce que je me fais des tacos, ben là, je vais aller vers la coriandre peut-être, mais aussi chili, piment broyé, paprika. Donc, faut pas trop que je mélange les styles. Donc, si c'est quelque chose plus à l'indienne, parce que je me fais un dal, par exemple, de lentilles avec toutes sortes de légumes qui traînent dans le fond du frigo, ben là, je vais rajouter du cumin, du curry, de la cannelle, du curcuma peut-être. Donc, on reste dans les bons profils de saveurs. Puis si je vous dis ça, puis vous êtes comme, eh boy, c'est pas rendu là, mais on va voir après ça, on peut juste utiliser des recettes et substituer les ingrédients. Là. Fait que vous n'êtes pas obligé d'improviser à 100%. Même moi, je cuisine quand même beaucoup, puis j'hésite encore des fois à faire une totale improvisation. Je regarde quand même souvent une recette juste pour être sûre que ce que je fais, ça a du bon sens. Et finalement, prendre en note vos réussites et prendre en note aussi vos échecs pour être sûr de ne pas refaire la même erreur. Donc, si ça n'a pas fonctionné, ben, on va essayer de comprendre pourquoi. Puis si ça a bien fonctionné, ben, on va le noter pour refaire cette recette-là. Donc, ça peut devenir un canevas de recettes ou une recette de base qu'on va recréer dans le temps parce qu'on a déterminé que ça fonctionnait bien, cette recette-là. Donc, les recettes de base, c'est des fameux canevas que vous allez pouvoir utiliser puis substituer les ingrédients à l'intérieur, mais que ça va toujours fonctionner, peu importe ce que vous avez sous la main. Il y a plusieurs livres qui sont écrits de cette façon-là, des livres sur l'anti-gaspi. Il y en a une que c'est Cuisiner sans recette, un livre que j'aime beaucoup. Donc, les livres de Florence Léa Siri aussi sont rédigés souvent sous forme de canevas de recettes. Donc, vous pouvez les utiliser, mais au lieu que ça soit écrit on met, je sais pas, 2 tasses de carottes, ben ça va être 2 tasses de légumes, tu sais, n'importe quel légume, au lieu de dire
telle sorte de fromage, ben ça va être n'importe quel fromage. Ou on va pouvoir vraiment, au lieu de dire du sucre, ben ça va être un sucrant. On pourrait mettre du sirop d'érable, du miel, de la cassonade. Donc, on peut vraiment c'est des canevas qu'on utilise pour les proportions dans notre recette. Mettons une quiche, ça prend tant d'œufs pour tant de légumes, puis je sais que ça va fonctionner. Mais après ça, on peut vraiment y aller avec ce qu'on a. Donc, un petit canevas de pesto. Les pestos, c'est pas juste avec le basilic. On peut le faire avec n'importe quelle fine herbe, incluant les tiges. Et on peut le faire avec n'importe quelle noix. J'aime bien les graines de tournesol pour que ce soit plus local. On peut mettre du fromage, mais on peut mettre du parmesan, c'est-à-dire, mais on peut mettre n'importe quel fromage. Même personnellement, j'ai pas toujours du fromage sous la main, puis je vais utiliser de la levure alimentaire pour donner le petit goût umami. On peut utiliser du jus de citron, mais on pourrait utiliser un autre agrume, par exemple. On veut juste une petite acidité. Donc, vous regarderez des canevas de recettes de pesto. On peut même utiliser des épinards, de la mesclun, du kale dans les pestos et ça fonctionne très bien. Les petites persillades. Les persillades, c'est un mélange d'herbes. Encore là, ça ressemble un peu à un pesto, mais ça va être un mélange d'herbes avec de l'ail et de l'huile d'olive. Donc, il n'y a pas les noix et le jus de citron à l'intérieur, ni le fromage. Fait que c'est pas tout à fait pareil, mais c'est une version un peu plus simple. Ça nous fait comme une petite purée d'herbes qu'on peut utiliser ensuite dans nos recettes, qu'on peut congeler aussi. Les pâtes, là, je veux dire, c'est extraordinaire comme recette de base, tout ce qui. C'est le moment d'utiliser tous vos petits fonds de sac de pâtes. On a le droit, là, dans un plat de pâtes, d'avoir 2 pâtes ou 3 pâtes différentes. Regardez juste le temps de cuisson pour ajuster, pour peut-être pas les mettre en même temps dans l'eau bouillante pour qu'ils soient cuits au même moment. On met nos légumes, on met notre protéine. Euh, et on essaie d'avoir sous la main peut-être des tomates, des cannes de tomates, de l'huile, des herbes, puis on va être correct pour se faire un petit plat de pâtes. Mon repas vitrigo préféré, je pense, c'est la pizza, parce que tout le monde aime la pizza. On peut utiliser notre pain qu'on a congelé. Si vous avez du pain que vous n'allez pas consommer, mettez-le au congélateur, puis ensuite ressortez-le pour vous faire de la pizza Touski. Donc, des pains nan, par exemple, des pains tortilla, des pains pita, n'importe quel pain, là, pain tranché, ça fonctionne aussi. Et pas besoin d'une sauce à pizza pour faire de la pizza. On pourrait prendre juste des tomates en dés, de la salsa. On pourrait prendre juste de l'huile avec des fines herbes puis un petit peu de tomate. On pourrait prendre notre pesto. On pourrait vraiment là, prendre un restant de sauce Alfredo qu'on a fait plus tôt, des pâtes sauce blanche. Il nous reste cette sauce-là. On peut l'étendre sur notre pizza. Donc vraiment, là, une pizza, ça a pas besoin, on n'a pas besoin d'ouvrir une canne de sauce à pizza pour faire une pizza. Un des canevas de recettes que j'utilise très souvent pendant l'automne, parce qu'on a beaucoup de légumes racines du jardin, c'est le végépâté. Donc, des légumes racines râpés qu'on va rajouter un peu de farine, un petit peu d'autres agents liants pour faire un beau pâté de légumes racines. On peut faire des galettes aussi avec nos restants de légumes. Ça, il existe plein de recettes en ligne de galettes là, pour passer nos restants. Très bonne idée, les restes de ratatouille pour la pizza. Ouais. Si vous avez fait des légumes grillés, vous pouvez garocher ça sur votre pizza. On peut les mettre crus, on peut les mettre cuits. Vraiment, sky is the limit, comme on dit. Et la vinaigrette. On veut pas avoir besoin d'acheter de la vinaigrette en pot. On peut, là, vous avez le droit si vous voulez. Mais on peut en faire une très rapidement. Puis on peut utiliser nos vinaigrettes pour passer aussi nos restants. Par exemple, là, de plus en plus populaire, les vinaigrettes style déesse verte, là, qui est au robot mélangeur. On met des herbes de toutes sortes, du yogourt grec, de l'ail, avocat. Pas obligé les avocats non plus. Puis on mélange ça, ça fait une vinaigrette super crémeuse puis toute verte à cause des herbes, c'est super bon. Au lieu de la mayonnaise pour vous faire une vinaigrette ou une sauce à salade, ben, vous pouvez utiliser votre fond de crème sûre, votre fond de yogourt, puis vous ajoutez vos aromates. On peut vraiment improviser une vinaigrette en utilisant un ratio habituellement d'à peu près 3 parts d'huile pour une part de vinaigre. On peut mettre un petit peu plus de vinaigre si on aime ça plus acide. Puis ensuite, on ajoute nos aromates. On peut ajouter un émulsifiant, comme par exemple la moutarde, ou on peut utiliser de la confiture comme émulsifiant. Ça, c'est un très bon truc pour passer vos fonds de confiture que vous êtes tanné puis que vous n'avez pas envie de finir. Ou tu sais, s'il en reste juste un petit peu dans le fond, vous utilisez ça comme émulsifiant.
vu que la confiture c'est faite avec de la, ben c'est pas fait, mais les fruits contiennent de la pectine, c'est ce qui fait que la confiture se tient. Ben la pectine va agir comme émulsifiant. Donc quand vous allez mélanger votre vinaigrette avec la confiture, elle va vraiment s'émulsifier un petit peu comme une mayonnaise, pas tout à fait, mais elle va s'épaissir puis elle va vraiment s'émulsifier. Donc l'huile et l'eau vont vraiment se mélanger ensemble. Puis ça fait une belle vinaigrette sucrée qu'on peut mettre sur une salade d'été. C'est super bon. Fait que passer le petit fond de confiture, ça peut être une bonne façon. La substitution, c'est pas compliqué. Comment substituer les ingrédients dans nos recettes. Donc, si, là, je vous avais dit, on partait de plus expert, puis on va jusqu'à le plus simple. Donc, si vous n'êtes pas habitué de faire de la cuisine zéro gaspille, allez-y avec ça. Donc, prenez une recette dans laquelle vous avez confiance, que vous avez trouvée sur Internet ou que vous avez trouvé dans un livre de recettes ou que vous faites habituellement, et vous faites juste substituer les ingrédients pour utiliser ce que vous avez déjà au lieu d'utiliser ce qui est écrit dans la recette. Donc, on peut toujours substituer des légumes racines pour d'autres légumes racines, un légume pour un autre habituellement sans trop de problèmes. Il faut juste faire attention, c'est de la verdure. Si ça dit des épinards, on ne mettra pas des carottes, là, mettons. Fait que verdure pour verdure, légumes plus durs pour légumes plus durs. Mais actuellement, on va pouvoir substituer ça et ajuster simplement les temps de cuisson. Les œufs. Si la recette vous demande des œufs et que vous n'en avez pas besoin de courir à l'épicerie pour en acheter. Si c'est une recette, évidemment, de pâtisserie, pas une quiche, là, mais une recette de pâtisserie, on peut utiliser à la place de l'aquafaba. L'aquafaba, c'est le jus de canne de pois chiche. Donc là, on est dans le zéro gaspille, extreme zéro gaspille, là, vraiment, on utilise 100% de l'aliment. Donc, on garde le jus de la canne de pois chiche et on peut faire monter ça en neige comme des blancs d'œufs puis remplacer si on a besoin des blancs d'œufs montés en neige pour faire de la meringue, ça fonctionne. Et sinon, on peut aussi utiliser les graines de lin de chia ou de caméline. Graines de caméline, c'est la graine de chia locale, donc ça peut être, vous laisserez, là. On prend habituellement pour un œuf, une cuillère à soupe de ces graines-là, trempées dans 2 ou 3 cuillères à soupe d'eau. On mélange, puis ça va vraiment en quelques minutes se gélifier, puis ça va avoir une texture qui va vraiment s'apparenter au blanc d'œuf. Fait que vous pouvez à l'œuf tout court, là. Ensuite, vous pouvez les utiliser dans vos recettes. Et on dit aussi dans le chat, compote de pommes pourrait remplacer les œufs aussi. Fait que je ne l'ai jamais testé de cette façon-là, mais ça pourrait possiblement fonctionner. Ça dépend probablement de la recette et du rôle de l'œuf dans la recette. Donc, si c'est un agent liant l'œuf, j'irais peut-être plus vers la graine de lin, chia ou caméline à cause du réseau de petits gels que ça fait qui ressemble un petit peu aux œufs. Mais sinon, dans une autre recette, ça pourrait probablement, si c'est juste pour avoir un aspect liquide, la compote de pommes pourrait probablement fonctionner. Les corps gras, vous pouvez substituer une huile pour une autre. Si ça demande une certaine huile, là, vous pouvez en utiliser une autre habituellement. Il n'y a pas trop de problèmes. Il faut faire attention au point de fumée. Là, on ne veut pas faire de la friture avec n'importe quelle huile, mais si c'est pour mettre dans une vinaigrette ou si c'est pour faire chauffer, sauter rapidement dans la poêle, il n'y a pas de problème. Et si c'est dans une recette de gâteau, vous pouvez substituer complètement ou en partie le corps gras, par exemple le beurre ou la margarine, par des bananes écrasées, de la compote ou de la purée de fruits. Et ça fonctionne super bien. Là. Je l'ai fait récemment avec mes étudiants dans mes cours mon cours complémentaire. Là. Puis les étudiants devaient faire des biscuits. Ils ont substitué le corps gras par des plats purés. Ça a très bien fonctionné. Il y en a qui ont substitué le sucre pour d'autres types de sucre, par de la purée de date. Ça a super bien fonctionné. Là. Donc, faut oser. Des fois, avec de la pâtisserie, par exemple, gâteau, muffin, c'est un petit peu plus, faire un petit peu plus attention pour pas trop modifier parce que sinon, ça va pas gonfler. Mais dans des biscuits, des galettes, des boules d'énergie, tu sais, c'est pas grave, là. C'est pas de la science aussi raffinée que ça. On peut substituer les sucres entre eux pour choisir une option plus locale, par exemple, avec le miel, le sirop d'érable. Il faut juste faire attention de diminuer un petit peu la quantité de liquide. Si je prends du sucre blanc puis je le remplace par du sirop d'érable, ça va rendre mon mélange plus liquide. Donc, je peux diminuer un petit peu la quantité de liquide. Les agrumes, pour d'autres agrumes, mais j'ajouterais aussi pour du vinaigre. Donc, si dans ma recette, j'ai besoin d'une cuillère à soupe de jus de citron, ben peut-être que je peux simplement utiliser une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, par exemple. Tout dépendant de la recette, ça va faire l'aspect d'acidifiant.
c'est plus local en plus. J'ai pas besoin d'acheter un citron que je vais utiliser juste la moitié ou donc d'aller vers des vinaigres, ça peut être une bonne façon aussi. Faites pas ça pour genre du pain au citron, là. Mais sinon ça va fonctionner. Et les épices, allez-y vers des épices similaires. Donc, par exemple, ça demande de la cannelle, vous n'en avez pas. Je vais peut-être essayer avec de la muscade, de la cardamome. Si c'est de l'origan, ben, je pourrais prendre du basilic, du thym. Donc, on peut essayer là, de substituer pour des épices similaires. Et quand on pense qu'il n'y a plus rien dans le frigo, ben, il y a encore quelque chose dans le frigo. Donc, si vous avez le petit garde-manger de base qu'on a parlé tout à l'heure, vous allez pouvoir, si vous avez des œufs, ben, vous allez pouvoir faire omelette ou frittata. Là, je vous donne quelques exemples en rafale là, pour terminer cette section-là. Des croque-monsieur ou des grilled cheese, on peut y insérer nos fruits. Ouais, nos fruits ou nos légumes, c'est trop. Salade de légumineuses, donc légumineuses, j'ouvre, je rince ma canne, puis je rajoute une proportion à peu près égale de légumes, puis j'ai un repas complet, là. Donc, ça peut être une très, très bonne façon de vider le frigo. Des crêpes salées, si j'ai farine, lait, œuf, je peux me faire des crêpes, puis ensuite, je garnis avec ce que j'ai sous la main. Un dalle, je l'avais nommé tout à l'heure et du shakshuka, qui est une recette là, typique du Moyen-Orient, qui est très facile à faire à base de tomates. On peut y acheter nos légumes, nos herbes, puis on y casse des œufs. Donc, c'est une recette, c'est des œufs pochés là, finalement dans une sauce tomatée, puis on va manger ça avec un pain habituellement. Donc, à essayer, c'est une belle recette vite frigo. On termine avec la portion de réinventer ses restes. Ben, il y a passé à l'action, mais ça va aller assez vite. La troisième chose que les gens ont tendance à gaspiller le plus, c'est les restants de table. Donc, les fruits et les légumes viennent en premier, mais c'est quand même quelque chose que souvent, si on fait une petite autopsie de notre compost, on va se rendre compte que les restants de table, ça va être quelque chose qu'on va avoir tendance à jeter. Soit que ça ne tente pas de manger la même chose à chaque jour, soit qu'on en a trop cuisiné, euh, soit que finalement, on est allé manger au resto, fait qu'on n'a pas mangé les restants. Donc, pour toutes ces raisons-là, on peut essayer de jazzer un petit peu nos restants de table pour ne pas manger la même chose à chaque jour. Donc, ce que je veux dire par là, un des meilleurs trucs, c'est de séparer vos restants en sous-catégories d'aliments. Je vous donne un exemple. Si j'ai fait des pâtes avec une sauce tomate puis des légumes qui étaient des légumes grillés, par exemple, ben, au lieu de me refaire un gros restant de pâtes, sauce et légumes, je pourrais me faire un restant de juste mes pâtes, mettons des penne, je sais pas, la sauce, puis mes légumes, puis ensuite réinventer des restants différents, réinventer des recettes différentes avec ces restants-là. Donc là, je pourrais me faire une salade de pâtes avec mes pâtes, mes légumes, puis une vinaigrette, puis réutiliser la sauce pour me faire une pizza, par exemple, avec cette sauce-là. Donc, ça permet de ne pas remanger la même chose. Si j'ai mangé du poulet, des poitrines de poulet avec du quinoa puis des légumes en accompagnement. Ben, au lieu de me refaire des plats de ça, ben, je peux utiliser mon poulet pour me faire des sandwichs, utiliser mon quinoa pour me refaire une base d'un sauté, par exemple. Donc, on remange pas la même chose de cette façon-là. Et oui, l'autre astuce qu'Isabelle nous mentionne dans le chat, je peux aussi me faire mes petits restants en portions individuelles, mais me faire des cadeaux à futur moi, donc les congeler si je veux pas remanger la même chose plusieurs fois. Donc, c'était d'ailleurs mon premier truc dans les astuces pour jazzer ces restants de table, qui est de congeler en petites portions. Si je me fais une grosse lasagne, ben je me fais des petites portions de lasagne. Au lieu de congeler la moitié de la lasagne, quand je vais la sortir, je vais être encore pognée avec plein de lasagne. Ben, je me fais des petits plats. Puis pour les soirs pressés ou les dîners, que j'ai pas le temps de me faire de lunch, ben je sors ça du congélateur. Ne jetez pas vos restants de pain un petit peu secs. Vous pouvez les mettre au congélateur pour plus tard, mais après, vous pourrez les utiliser pour vous faire du pain doré, pour vous faire de la chapelure. Donc, du pain sec dans le robot culinaire, brrr, ça devient vraiment une chapelure, là. Fait que vous n'aurez plus jamais besoin d'acheter de la chapelure. Vous pouvez la conserver super longtemps. S'il est bien, bien sec, on peut le garder dans le garde-manger. Sinon, moi, je mets ma chapelure dans le congélateur. Puis ensuite, je peux aller me servir juste les quantités que j'ai besoin pour mes recettes. Si vous avez du pain bien sec, vous pouvez aussi juste le passer en dessous de l'eau puis le refaire cuire au four. Puis il va redevenir mou, il va redevenir moelleux. Par contre, dès qu'il va refroidir, il va redevenir dur comme de la roche. Fait qu'il faut le manger rapidement.
Les fines herbes, si vous en avez, ça c'est souvent quelque chose qui revient là, dans le compost, les fines herbes. Donc, si vous avez tendance à perdre vos fines herbes, vous pouvez les faire sécher pour les utiliser sèches, évidemment. Vous pouvez faire des cubes à glaçons, utiliser vos cubes à glaçons pour faire congeler vos fines herbes, rajouter de l'huile ou de l'eau, puis utiliser les petits cubes dans vos recettes. Faire du pesto, comme on a dit tout à l'heure, ou les mettre dans vos herbes salées. Wow, quel beau truc qui vient d'être nommé dans le chat. Rapporter les frites de restaurant pour faire de la frittata le lendemain. Donc, une omelette aux patates. C'est extraordinaire. Moi, personnellement, je rapporte mes frites du resto, puis après ça, je les remets dans mon... j'ai un ActiFry, là, mais tu sais, ceux qui ont des air fryers aussi, là, ils vont redevenir croustillantes. Apportez vos contenants au resto, hein, soyez pas gênés. C'est bien important de faire ça. Vous allez avoir des repas pour plus tard. Mais j'adore l'idée, Anne-Marie. Et servir les repas, les petits restants sous forme de tapas ou sous forme de buffet. Ceux qui ont des enfants, là, souvent les enfants, ils vont aimer ça, les repas au centre de la table. Mettons qu'on a 3, 4 restants de notre semaine, il nous reste des petits fonds, pas assez pour faire un repas. Ben, on réchauffe tous nos petits restants, on met ça comme un buffet au centre de la table, puis tout le monde se sert de ce qu'ils ont envie de se servir, à condition de tout finir ce qui est sur la table. Donc ça, c'est vraiment une bonne façon euh, de rendre ça plaisant, puis de finir tous nos petits restants. Au minimum, là, une fois par semaine, on devrait faire des repas tout ski. Pas juste des repas tout ski, mais finir nos restants aussi. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres idées pour réinventer vos restes. Je suis comme passée plus rapidement, mais finalement, si jamais vous avez d'autres idées, vous me les écrirez. J'adore les idées que vous nommez en plus dans le chat. Les petites biscottes au four, super bonne idée de Lucille. Donc, quelques petites actions. Si pendant que vous écrivez, vous avez d'autres idées dans le chat, allez-y, là, vraiment, écrivez-moi-les. En attendant, on va essayer de voir quelques actions qu'on peut faire. L'idée, c'est de ne pas rester seul dans votre lutte au gaspillage alimentaire. Des fois, on peut se sentir un peu tout seul. Si dans votre famille, vous êtes la seule personne qui veut éviter le gaspillage, toutes les autres s'en foutent un peu, ben, c'est important de bien vous entourer et d'essayer de ne pas être tout seul là-dedans. Donc, quelques petites actions que vous pouvez faire en groupe. Donc, vous pouvez faire des dons, partager. Si vous avez fait trop de nourriture, si vous avez fait trop d'achats, trop d'aliments dans votre frigo, ben faites des dons. Il existe plusieurs frigos solidaires. Là, ça, c'est pas partout dans toutes les municipalités, mais vous pouvez vous informer dans la vôtre s'il y a un frigo solidaire ou un frigo communautaire que vous pouvez aller porter vos surplus d'aliments. Puis quand vous en avez besoin, vous pouvez aller les chercher. Vous pouvez vous inscrire à des cuisines collectives pour apporter vos surplus, partager avec les autres aussi. Partagez aussi juste avec vos voisins, famille, amis. Si vous avez trop cuisiné, ben restez pas pognés avec ça. Les achats groupés aussi, c'est une façon de partager, de diminuer les achats. Je ne sais pas s'il en existe pas déjà un à Laval, des achats groupés. Non, peut-être pas. Je me prononce pas, je suis pas assez sûre. Mais il y a quelqu'un qui demandait dans le chat s'il y en a qui seraient intéressés à faire des achats groupés. Il y a peut-être des organismes communautaires qui organisent ce genre d'achats groupés-là. Partagez vos trucs et astuces, soyez ouverts, expliquez vos recettes aux autres, puis tranquillement, ben ça va partager la bonne nouvelle, tu sais. C'est pas en chicanant les gens d'avoir gaspillé qu'on fait changer les choses, c'est plus en montrant l'exemple, puis en montrant ce que nous, on est capable de faire, montrer nos poudres de graines de citrouille, de montrer nos trucs de pelure de pommes de terre, puis là, les gens vont faire la même chose par la suite. Et nous, on a un groupe Facebook qui s'appelle la communauté anti-gaspi. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire aussi dans le chat groupe Facebook Buy Nothing pour partager. Tout à fait. Fait qu'il y a plein de communautés en ligne si vous vous sentez seul. Nous, on en a une qui s'appelle la communauté anti-gaspi. Je vais vous mettre le lien dans le chat à la toute fin. Donc, allez vous abonner à ce groupe-là. On est rendu 4800 ou en tout cas, peut-être que ça va continuer à augmenter. Nous, les conférencières, de temps en temps, on met des informations, mais on n'aurait même pas besoin parce que les gens partagent aussi beaucoup sur le groupe, se répondent, se donnent des idées, des astuces. Donc, vous pouvez aller voir ça. Et suivre la virée vocale si jamais vous voulez pousser plus loin
aller tu sais, pour la conservation à plus long terme des aliments, ben, ça va être plus avec la virée buccale. Quel sera votre prochain geste? Si ça vous tente de partager votre prochain geste, ça peut être le fun de te commettre, de dire, OK, ben moi, ça va être ça. Je vous donne des idées, mais après, ça peut être bien autre chose. Tester une nouvelle recette aussi, utiliser une partie d'aliments que j'ai pas eu l'habitude, vider mes placards, qui est écrit dans le chat, super. Substituer, hein, au lieu de retourner à l'épicerie pour un ingrédient, essayer d'y aller avec quelque chose que j'ai déjà sous la main. Utiliser les pelures. Les cuisines collectives, il y en a partout au Québec. Pour regarder le regroupement des cuisines collectives du Québec, RCCQ, qui répertorie les cuisines collectives. Allez voir ça. Moi, je suis fan finie des cuisines collectives. Utiliser les pelures, faire l'inventaire, faire le tour du frigo. Ah, la ferme citoyenne à Matane, c'est une cuisine collective peut-être? Acheter en vrac, donc on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais acheter en vrac, c'est une belle façon de diminuer l'emballage et le gaspillage parce qu'on achète juste les quantités qu'on a besoin. Et bon, on les a déjà nommés. Utiliser les pieds des légumes. Super, super. Ah, un lieu de culture collective. Superbe. Donc, pour les gens, s'il y en a à Matane dans la salle, vous irez voir ça. Je vous partage quelques liens dans le chat. Et d'ailleurs, en haut à droite, sondage de satisfaction, si vous avez 2 minutes pour le faire maintenant avec le code QR, sinon je vous mets le lien aussi directement dans le chat. Et vous allez le recevoir aussi dans 3 jours. C'est important d'aller répondre si vous avez le petit 2 minutes. Ça nous permet d'améliorer nos conférences, de s'ajuster. Donc, dans les liens que j'ai partagés, il y a le carnet anti-gaspi, la communauté Facebook, l'infolette si vous voulez savoir c'est quoi les prochaines conférences et le sondage de satisfaction. Les 2 livres que j'ai cités tout à l'heure, je vais vous les écrire dans le chat. Donc, il y avait Cuisiner sans recette. L'autre, le dernier de Florence Léa Siri, je m'en souviens plus de son nom au livre. Fait que je vais juste vous écrire le nom de l'auteur et vous pourrez aller voir. Elle a écrit plusieurs livres là, sur le gaspillage alimentaire. Cuisiner avec ce que l'on a. Ah, c'est Florence Léa Siri, je pense pas. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, je reste encore pour la prochaine minute ou d'autres idées. Je vais fermer mon partage d'écran pour pouvoir bien lire toutes vos idées. Il paraît que les fraises tomates se conservent plus longtemps dans des pots de vitre au frigo. Les tomates, c'est la première fois que je l'entends, mais les tomates, c'est quand même mieux de les garder à température pièce si on veut qu'elles soient plus goûteuses. Mais pour les fraises, oui. Puis je peux pas vous expliquer pourquoi, je l'ai pas encore compris, mais dans un pot maçon bien fermé, ça se conserve très, très longtemps, les petits fruits. Fait que ça, on parlait de ça dans la conférence plus de conservation. Si ça vous intéresse, vous irez l'écouter. Merci beaucoup tout le monde!